Hello, vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de Horizontal. Si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça améliore grandement la visibilité de ces contenus. Cette saison, le podcast Horizontal a un super partenaire, le site kidsfriendlyfrance.com. L'objectif de ce projet est de lutter contre l'isolement des mères ou des pères en congé parental et qui, faute de trouver des lieux accueillants, se refusent à sortir de chez eux. Le deuxième objectif, c'est de permettre à n'importe quelle famille en France, d'un coup d'œil sur les cartes, de savoir dans quel restaurant elle peut aller en étant certaine de trouver une table allongée pour changer son nouveau-né ou trouver une nouvelle activité à faire en famille, près de là où elle se trouve. Ce site, il est interactif, il a donc besoin de vos contributions. Si vous découvrez des pépites, n'hésitez pas à aller vérifier si la pépite est bien référencée sur le site Kids Friendly France et de contribuer à cette super communauté de parents. De plus, le site a une troisième fonction, celle de valoriser les établissements qui font l'effort de nous rendre la vie plus facile en étant kids-friendly, permettant des espaces adaptés à nos enfants, des menus enfants, des tables allongées, des chaises hautes, des espaces de jeu. On adore. kidsfriendlyfrance.com. En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfant autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Salut à tous, aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque je suis toute seule derrière ce micro. J'avais envie de faire un petit peu le point sur mon chemin. C'était l'objectif de ce podcast, c'était de vous embarquer sur ma route, dans ma quête d'une parentalité plus sereine et plus douce. Et c'est vrai que quand j'avais lancé ce podcast, j'avais comme une envie de créer une école de parents. On dit souvent, c'est pas un métier qu'on apprend, on n'apprend pas à être papa, on n'apprend pas à être maman. Et moi je m'étais dit, pourquoi on n'apprendrait pas, pourquoi on nous informerait pas sur tout un tas de choses. En fait, finalement, on peut pas inventer les étapes de développement du bébé, on peut pas tout savoir. Et donc je suis un peu partie avec mon bâton de pèlerin en quête d'une méthode, d'un process qui marcherait et je vous l'ai déjà confié sur les réseaux. C'est jamais vraiment une méthode ou un process qui feront de nous des bons parents. On a tous des parcours différents, des enfants différents, puis c'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a quand même des choses qui nous marquent, qui nous font prendre des virages ou des tournants dans notre parentalité. Moi, en tout cas, il y a des choses qui ont fonctionné, qui ont contribué à transformer la maman que je suis. Et donc, dans cet épisode, je veux vous partager les 4 grandes marches ou les 4 grands virages que j'ai pris et qui pourraient vous intéresser. Alors, le premier, c'est que j'ai découvert le podcast La Matrescence, qui est animé par Clémentine Sarlat depuis peut-être 4 ou 5 ans maintenant. Et ça a vraiment été salvateur pour moi de découvrir cet espace d'écoute parce que j'ai compris en fait que toute cette crise identitaire et toute cette phase de vulnérabilité que je traversais, elle était physiologique. Donc on n'est pas toutes traversées par ce grand tsunami de la maternité, mais on est quand même énormément à surfer sur ces vagues-là. Donc j'ai compris que j'étais pas folle, que c'était pas une question d'être à la hauteur ou pas dans ce rôle de maman, mais que j'étais juste
bouleversée par cette nouvelle casquette sur ma tête et je pense que j'avais tout un tas de savoirs, entre guillemets, que je croyais savoir, tout un tas de choses que je croyais comprendre, savoir du monde, des enfants, des parents, qui tombaient toutes à l'eau parce que je découvrais de nouvelles sensations, des nouvelles vérités en moi. Et donc j'ai regardé un peu tout ce monde-là avec des nouvelles lunettes et j'étais un peu déboussolée de pas tout comprendre. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes personnalités. Moi j'ai l'habitude de tout comprendre, en tout cas de chercher à tout comprendre dans ce qui m'entoure, certainement besoin de contrôle qui doit s'expliquer ailleurs, mais mine de rien d'être dans ce nouveau rôle et dans cette nouvelle fonction, ça m'a déboussolée et je me suis vraiment sentie soutenue par les contenus que proposait Clémentine, qui expliquent qu'en fait c'est scientifique, c'est physiologique et c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu, voire totalement perdu. Et ça m'a aussi aidé à comprendre ce syndrome un peu d'hypervigilance qui me traversait et qui m'empêchait de me reposer et donc du coup qui creusait la dette de sommeil et de fatigue. Et donc voilà, pour moi ça m'a vraiment apaisée et ça a mis des mots sur ce que je ressentais. Donc si vous vous sentez un petit peu bizarre, ou que vous vous reconnaissez pas, je vous invite vraiment à consulter les contenus du podcast La Matrescence. Elle a un site sur lequel vous pouvez trouver les épisodes qui concernent vos troubles ou vos gènes directement. Donc voilà, c'est un contenu audio que je recommande chaudement. Le deuxième virage, ou en tout cas la deuxième lecture qui a changé ma vie, c'est le livre de Rosa Jové, Myriam Félix dans l'épisode 12 l'évoquait. C'est un livre qui s'appelle Dormir sans larmes et qui revient sur toutes les découvertes de la science du sommeil des enfants de 0 à 6 ans. Et en fait, de lire ce livre, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il y avait des étapes de sommeil, que les bébés étaient différents, qu'on était des êtres sociaux en fait et que ça fait seulement 50 ans qu'on demande aux bébés de dormir seuls dans leur chambre. Nos ancêtres et les centaines d'années qui nous précèdent de développement de l'être humain, on dormait dans des dortoirs, on avait très vite beaucoup de frères et sœurs avec lesquels on dormait. Et donc en fait, c'est quelque chose de très moderne dans notre société que d'attendre d'un bébé que très vite il dorme seul dans sa chambre, coupé du lien avec ses parents. Que nos bébés traversent des phases sensibles, j'ai compris ça, et que c'est pas leur donner de mauvaises habitudes que de les accompagner dans leur sommeil avec bienveillance. Donc moi, ce livre, il m'a vraiment libérée parce que c'est quelque chose que j'avais ressenti au fond de moi, que j'avais besoin et un souhait profond d'accompagner mon bébé au sommeil. Et le fait de lire que c'était soutenu par des études scientifiques, ça m'a rassurée et confortée dans cette envie d'accompagner mon fils. Et ça m'a aussi permis d'adapter aussi mon accompagnement et de le lire. On n'a pas tous les mêmes bébés, ils n'ont pas tous besoin d'aller au lit à la même heure. Ils n'ont pas la même histoire de naissance, d'arrivée au monde. J'ai pris un peu de recul par rapport à ce que pouvaient me dire les médecins et les pédiatres. Moi, j'avais croisé des gens qui me disaient que la façon dont ça se passait pour nous à la maison, c'était pas normal. Et en fait, j'ai compris dans ce livre que c'était tout à fait normal. Et pour les parents qui se posent des questions et qui doutent dans l'accompagnement au sommeil de leur fils, on a fait du cododo pendant 4 mois. Ensuite, on a fait du co-sleeping, c'est-à-dire que j'ai dormi avec mon fils jusqu'à 7-8 mois. Et ensuite, ça me convenait plus. Donc, on a fait autrement. Et c'est beaucoup mon mari qui a pris le relais auprès de notre fils. Et on l'a accompagné. Donc, c'est lui qui dormait avec lui ou c'est lui qui se levait quand il avait besoin d'être rassuré. Et ça, c'est notre histoire. Chaque bébé est différent. Mais au bout de ces 10 mois, il n'avait pas encore 1 an, il dormait 7 heures dans sa chambre, rassuré. Faut savoir qu'on avait un petit garçon qui avait totalement peur à la vue d'une turbulette, il hurlait. Donc on avait vraiment un petit être humain qui était très stressé à l'idée de dormir. C'était quelque chose de stressant pour lui, de se jeter dans les bras de Morphée. Et finalement, en quelques mois d'accompagnement en équipe, parce qu'on a le droit de trouver ça fatigant. Moi, à un moment donné, j'avais mes batteries et mes ressources qui étaient vides et mon mari a pris le relais et ça a vraiment contribué aussi à aider notre fils à lâcher aussi les bras et le sein de sa maman. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a fait en douceur et qui convenait à tout le monde dans la famille. Et en 1 an,
c'était majoritairement réglé et aujourd'hui notre fils il dort la majorité du temps dans son lit paisiblement et il va même se coucher avec plaisir. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, il y a des phases sensibles, des grosses acquisitions qui perturbent son sommeil, on continue à l'accompagner, voilà, ça se passe bien. Et donc voilà, pour les parents qui s'entendent dire que bercer ou rester à côté de son bébé quand il s'endort ou répondre à ses appels la nuit, ça va l'empêcher de faire des nuits complètes. Voilà, pour nous, ça s'est pas du tout passé comme ça et au contraire, en fait, on a un petit garçon qui est serein et la majorité du temps, c'est plutôt fluide. Donc voilà, je répète, le livre Dormir sans larmes de Rosa Jové est une mine d'or d'informations et vous permettra de comprendre quel type de bébé vous avez à la maison et comment il est plus adapté de l'accompagner avec bienveillance. Et encore une fois, je le répète, c'est soutenu par la science et c'est vraiment l'Observatoire des droits de l'enfant de Catalogne qui a financé l'étude, donc c'est construit et c'est fiable. Vous pouvez vous y référer sereinement. Il y a une autre découverte, une autre lecture qui a changé ma vie. Celle-là, elle a particulièrement bouleversé le regard que je portais sur les enfants, la parentalité et plus généralement en fait la place de l'enfant dans notre société. C'est le livre, je l'ai souvent rappelé dans ce podcast et il y a un certain nombre d'invités qui ont mentionné cette référence. C'est le livre de Marion Querc, Une enfance en or. Ce livre, il est très facile à lire, très intéressant pour comprendre en fait à quel point on a un regard biaisé dans nos sociétés occidentales vis-à-vis de l'enfant. En fait, ce livre, il m'a permis de mettre un nom sur la posture de l'adulte envers l'enfant, en tout cas en France, qui est une posture de domination. On est sur un axe de communication très vertical. Je te dis, tu écoutes et j'attends de toi une obéissance quasi immédiate pour les plus souples, immédiate pour les moins souples. Elle présente la Convention des droits des enfants que j'avais personnellement jamais lue et dont je n'avais jamais entendu parler. Donc en fait, on découvre que nos enfants sont des sujets à part entière dans cette société. Ils ont des droits tout comme les adultes et j'avais absolument jamais regardé les choses de cette façon. Et ce qu'elle décrit, en plus du fait que de nous faire nous rendre compte d'à quel point on domine ces petits êtres humains et on bafoue leurs droits, elle permet aussi de mettre le doigt sur le fait que c'est pas qu'une histoire de parents, c'est une histoire de société. Comment on présente les enfants dans les films, comment on les positionne, comment les publicités présentent nos enfants et comment on valorise les parents. En fait, cette domination d'adultes sur l'enfant, elle est partout dans nos sociétés, au cinéma, dans les publicités, à la radio, dans les médias papier, parce on vous ferez attention, mais les articles des rubriques qu'on peut lire dans des journaux, c'est comment arriver à bout des crises, comment sortir d'un enfant manipulateur, qui sont ces nouveaux enfants rois. Ah, ça c'est très français, l'enfant roi, hein, c'est pas traduisible dans les autres langues. D'ailleurs, les autres langues ne comprennent même pas ce qu'on veut dire par là. Donc voilà, en fait, ça m'a fait prendre du recul sur notre société française, sur toutes les idées reçues, sur toutes les peurs, en fait, qui sont le fondement de l'éducation française. On a peur que l'enfant prenne tous les droits à la maison, on a peur que l'enfant devienne délinquant, on a peur que l'enfant ne nous respecte pas, ne respecte pas les autres, sortent en fait de notre main. En fait, on veut avoir la main sur eux, on veut les dominer pour qu'ils ne nous échappent pas. Et en fait, d'en prendre conscience et de regarder les choses différemment, puisque Marion Querc, elle a évolué, elle évolue encore en Suède, dans un pays qui a, il y a une quarantaine d'années, choisi de changer la place de l'enfant dans sa société, de regarder les choses différemment. Donc ils ont transformé la façon dont ils positionnaient les enfants dans les films, à la radio, dans les journaux. C'est toute une société qui a choisi de changer la place de l'enfant dans sa société et donc ça a aidé les parents à se positionner différemment. Je trouve que c'est aussi un peu déculpabilisant de se dire que c'est pas que nous et que finalement nos enfants ils sont impactés par la façon dont tous les adultes de toute la société se positionnent face à eux et présentent le cadre et les règles, parce que encore une fois, et c'est ce que dit Marion Querc dans son livre, il ne s'agit pas de ne pas poser un cadre et de ne pas sécuriser nos enfants. Il s'agit bien de leur apprendre à
vivre en communauté, en collectivité, respecter les autres. Mais la question, c'est comment on pose ce cadre. Est-ce qu'on le pose violemment ou est-ce qu'on le pose avec bienveillance? Et donc, on comprend qu'il y a d'autres modèles qui ont 50 ans de recul. Donc là, pour nommer la Suède, c'est ce qu'elle évoque dans son livre, et que ça fonctionne. Donc c'est pas qu'une lubie d'hippies ou de gens qui ont envie de faire différemment ou de personnes laxistes. Il s'agit de s'inspirer de sociétés qui ont choisi de tenter et qui ont réussi. Et donc moi, ça me tuera toujours de me dire que on a des voisins qui font différemment et qui ont des résultats merveilleux en termes de baisse de violence dans leur société, de résultats scolaires et de tension sociale et de bien-être auprès des parents, et qu'on ne regarde pas ce qu'ils font et qu'on continue à dérouler notre méthode et à observer la montée de la violence dans nos sociétés. Donc moi, ce livre, il m'a bouleversée, il m'a vraiment secoué toutes mes idées reçues, tout mon conditionnement en fait, il l'a pris, il l'a mis à l'envers, et je pense que c'est un livre que je relirai régulièrement parce que déformater, c'est pas facile, et c'est un vrai moyen de regarder les choses différemment. Donc je vous invite à le lire si ces questions-là vous interrogent. Une enfance en or de Marion Kuerk. Aussi la suivre sur les réseaux sociaux, elle fait pas mal de contenu informatif gratuit. Voilà. Aussi, donc il y a la méthode Gordon qui m'a beaucoup intéressée. Donc moi j'ai lu le livre, alors je l'ai pas lu, je l'ai écouté en livre audio. J'ai écouté le livre Parents efficaces de Thomas Gordon, qui a aussi ici permis d'apporter des outils concrets, parce que finalement, et c'est ce que je dis régulièrement ici, quand on a compris qu'il fallait plus violenter ses enfants, que c'était pas constructif et qu'au contraire, en fait, on leur montrait un mauvais modèle de gestion des conflits ou de trouver des solutions, mais qu'il y avait d'autres façons de faire, on se trouve parfois un peu démunis quand c'est pas ces modèles-là qu'on a eus. Et du coup, la méthode Gordon, moi j'ai choisi de m'y former, donc j'ai suivi ça sur 4 ou 5 mois le dimanche avec une douzaine d'autres parents intéressés par la méthode, et donc j'ai appris des moyens de communication sans perdant, et finalement en fait j'ai appris la coopération, c'est-à-dire que les droits des enfants ont une place dans notre société, nos droits en tant qu'adultes ont une place aussi. On a naturellement des besoins qui sont différents, puisque nous sommes adultes, ils sont enfants. Et comment on fait cohabiter nos besoins différents, comment on fait cohabiter nos droits différents au travers soit de méthodes de communication telles que l'écoute active. Donc la formation à la méthode Gordon, elle nous apprend énormément à développer l'écoute active, mais aussi comment on met en place des conseils de famille pour faire de la place à tout le monde, pour écouter et entendre tout le monde et trouver en famille des solutions sur lesquelles tout le monde peut s'engager dans la famille. Donc la méthode Gordon, ça a été hyper intéressant pour moi, parce que forcément quand vous vous formez sur plusieurs jours avec différents parents et un formateur qui a accompagné les parents depuis plus d'une trentaine d'années, il y a énormément d'anecdotes de la vraie vie. On parle vraiment concrètement des conflits qu'on peut rencontrer à la maison, et on se rend compte que on peut sortir de tous les conflits ensemble sans imposer notre loi à nos enfants, mais les faire adhérer, les laisser aller tout seuls vers la proposition d'une solution qui soit acceptable pour tous. Et moi, cet apprentissage, il m'a vraiment beaucoup plu, parce que j'ai compris que les enfants étaient capables de proposer des solutions. J'ai aussi compris qu'au travers de cette approche-là, on enseigne à nos enfants la capacité à résoudre des problèmes et non pas à juste obéir à leurs parents sans vraiment comprendre le pourquoi et le comment. Donc ça m'a beaucoup plu, et j'essaye de le mettre en place dans mon quotidien. Mon enfant a 2 ans et demi et j'ai la chance qu'il soit bien rentré dans le langage, et du coup on met d'ores et déjà en place l'écoute active, et je vois comme juste d'être entendu parfois ça suffit à calmer la demande. Donc voilà, si vous êtes intéressé, Thomas Gordon a écrit plusieurs livres. Il y a des formations qui sont possibles de réaliser dans vos villes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet et à vous rapprocher d'un formateur où vous habitez. Et c'est hyper intéressant d'aller s'outiller sur nos méthodes de communication. Et enfin,
je voulais vous parler d'une méthode nouvelle que j'ai découverte il y a quelques semaines. C'est la méthode Imago. C'est une méthode de communication qui consiste, donc ça s'adresse en premier lieu au couple. C'est quelque chose que nous avons expérimenté avec mon mari au mois d'août. On s'est fait ce cadeau-là et c'était vraiment merveilleux. La méthode Imago, c'est une méthode de communication qui consiste à créer un climat de sécurité dans le couple pour permettre à chacun de se sentir suffisamment en confiance pour dépasser les zones de conflit et de frustration et de pouvoir découvrir un amour authentique où chacun peut se montrer tel qu'il est. C'est une méthode qui permet de dissoudre les conflits et qui permet de guérir des blessures d'enfance. Et finalement, au travers de ces 4 jours de formation, on comprend et on expérimente qu'en fait, tout ce qui nous active dans notre couple, par notre enfant, par un inconnu dans la rue, tout ce qui va générer une contrariété, une vexation, une colère, une tristesse, résonne avec une blessure d'enfance à guérir. Et donc je trouvais intéressant de vous en parler ici, parce qu'au-delà du fait de comprendre que lorsque votre conjoint ou conjointe vous contrarie, vous énerve, vous active, peu importe sous quelle forme, elle vient appuyer sur un bouton en vous qui a besoin d'être entendu et apaisé. C'est la même chose pour nos enfants. Si vous vous dites, en fait, moi je suis plutôt cool. En fait, on se dit régulièrement, ça c'est pas des trucs qui me saoulent, ça me dérange pas trop s'il met, je sais pas, s'il met du sable partout sur la terrasse, je passerai un petit coup de balai, puis ça va. Alors que l'autre à côté, il est en mode, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas supporter ça, mais c'est horrible, il est en train de tout te flinguer ta terrasse, ni nanana. Et en fait, on voit bien qu'on est tous différents et que une bêtise ou une erreur de nos enfants ne nous actionne pas de la même façon. Et nous, on appelle ça, moi je suis cool là-dessus, je suis pas cool là-dessus. Et voilà comment on se différencie. Mais en fait, on a juste chacun des blessures qui sont différentes. Et cette méthode, donc là, je peux pas vous la résumer, c'est pas l'objet de rentrer dans le détail, mais cette méthode, elle permet de comprendre qu'en fait, lorsque notre enfant, il nous active, c'est 10% sa responsabilité. En fait, sa responsabilité, c'est d'avoir appuyé sur le bouton en renversant son verre d'eau ou en jetant ce caillou dans la piscine, par exemple. C'est 10% sa faute. C'est 90% notre responsabilité de ressentir ça et notre responsabilité d'aller comprendre ce qui nous active. Et quand on fait ce chemin avec la méthode, d'aller comprendre quelle blessure d'enfance vient d'être réveillée, non seulement on la dissout, en plus on s'apaise et on est en mesure d'aller expliquer calmement à l'enfant que ça c'est pas possible, ça se fait pas partie des règles de la maison, peu importe. L'idée c'est pas de dire en fait c'est une blessure d'enfance qui t'énerve quand ton enfant il jette son caillou dans la piscine, donc en fait c'est ton problème. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que on est en capacité à tout moment de dire les choses calmement, de rappeler le cadre, la règle de la maison avec bienveillance à notre enfant, et que si on n'est pas en mesure de le faire calmement, c'est parce qu'on est envahi par nos nerfs ou notre colère, et ça c'est notre responsabilité de la gérer. C'est pas à notre enfant de gérer notre émotion qui nous traverse à ce moment-là. C'est ça que je dis. Et cette méthode, elle est incroyable parce qu'elle nous sert dans notre couple, avec nos enfants. La méthode Imago, c'est une vraie source de compréhension de ce qui se passe en nous quand on est énervé, et ça nous donne des outils concrets pour apaiser ces colères qui nous traversent. Et c'est un peu le nerf de la guerre, ça nous aide à rester calme et serein face à une erreur de notre enfant et pouvoir poser le cadre qui est légitime, les règles, rappeler les règles avec bienveillance. Et en fait, en comprenant et en observant au travers de ce stage toutes les blessures d'enfance que tous les couples et les adultes qui nous entouraient avaient, et nous les premiers, on se rend compte à quel point là, on a une énorme responsabilité quand on éduque nos enfants, c'est d'essayer, et c'est le gros défi des parents, de minimiser le nombre de ces blessures. On va faire des erreurs, on va être maladroit, on va passer à côté de certaines choses. Donc nos enfants vont être blessés. Et ils apprendront plus tard en tant qu'adultes,
peut-être avec la méthode Imago, à guérir ces blessures-là. Mais quand on mesure toutes les blessures qu'on porte à l'intérieur de nous, on se rend compte, on touche vraiment du doigt l'importance du rôle des parents envers leurs enfants. Et moi, ça m'a encore plus donné envie de mettre du calme et de la sérénité dans mon foyer et de faire de la place à mon fils et de l'écouter, de lui donner une place dans les discussions, de lui partager mes problématiques, de lui dire par exemple là dans cette situation je sais pas comment faire parce que je t'ai déjà répété 10 fois que c'était pas quelque chose d'acceptable pour nous, dans cette famille. Comment on fait ensemble pour réussir à respecter la règle? Et en fait lui donner un maximum la parole. Et vraiment, je vous assure, ça fonctionne. Donc voilà, en résumé, j'ai eu ces 5 grands virages dans ma parentalité ces dernières années. Et ça m'a fait énormément grandir. Donc j'espère que ça aura pu vous apporter, vous aussi, un petit peu de lumière sur votre chemin de parents. Le podcast La Matrescence. Le livre de Rosa José, Dormir sans larmes, le livre de Marion Querc, Une enfance en or, la méthode Gordon et la méthode Imago. Je vous mets en description toutes les sources là que je vous ai citées et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que mes partages vous aident. Je vous souhaite à tous une belle continuation dans la douceur avec vos enfants et je vous dis à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.